Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans le numéro 3 des Minutes Bag, l'émission consacrée à l'art contemporain. Troisième numéro, chiffre 3 qui correspond au chiffre des hommes, mais nous allons parler des bonnes dames parce que le chiffre 3 c'est essentiellement le troisième mois de l'année et c'est le mois qu'on a décidé de manière universelle de consacrer aux dames. Nous n'allons pas déroger à la règle au cours de cette émission puisque nous recevons la première dame depuis le démarrage de cette nouvelle saison et c'est une dame qui se fait appeler Habiba Yaye Keita, à laquelle je dis bonsoir, bienvenue dans notre émission. Bonsoir. Comment ça va? Je vais bien, alhamdoulilah. Très bien, très heureux de vous accueillir. C'est une artiste peintre sortant du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia. Très heureux chaque fois de parler de cet institut qui forme des dizaines et des dizaines d'artistes et on est très heureux nous-mêmes de venir de cet établissement. Un autre prestige de cette école, Monsieur Mamadou Lamine Diarra, bonjour très cher. Bonjour. Professionnel des multimédias, sortant de cette école, qui a décidé de se lancer depuis un certain nombre de temps dans la production de jeux vidéo. Ah oui, mesdames et messieurs, ça existe chez nous. Après avoir cheminé un certain moment dans tout ce qui touche le monde de l'audiovisuel, il a décidé de choisir cette branche et nous allons en discuter ici. Merci mon cher d'être avec nous. Ok, merci, le plaisir est partagé. Très bien. Le thème, vous l'avez su, mesdames et messieurs, c'est l'art au féminin. C'est ce qui justifie la présence de notre sœur Habiba Yaye Keita, mais aussi de notre chère amie qui a l'habitude de collaborer avec les femmes, que ce soit dans le cadre de son travail et même au niveau de la production et aussi de la vie de tous les jours, très cher. Ouais. Effectivement. Afin de vous permettre de mieux connaître notre principal invité, Habiba Yaye Keita, je vous propose de suivre le portrait. Être femme n'est pas une fatalité. Pour toutes celles qui ne se posent pas de limites quand il est question de travail. Tel est le credo de Habibatou Yaye Keita, peintre, plasticienne. Habibatou, depuis sa sortie du Conservatoire des Arts Multimédia de Bamako, se bat pour se faire un nom dans un milieu fortement dominé par des hommes. Je suis diplômée du conservatoire. Avant le conservatoire, j'ai fait le lycée Souniata Keita. Après le lycée, je voulais faire la médecine, mais avec les conseils de mon père. Lui, c'est un décorateur, c'est lui qui m'a un peu poussé vers les arts. Donc, il m'a dit de faire le conservatoire. J'ai fait le concours d'entrée au conservatoire. J'ai étudié les arts plastiques. Depuis l'école primaire, je dessinais beaucoup à l'école. C'est moi qui faisais les croquis au tableau, les cartes géographiques et les croquis en biologie aussi. Donc, je dirais que l'art est inné chez moi. Armée d'amour et de courage pour son métier, la jeune artiste consacre le plus clair de son temps à sa passion, afin d'offrir des œuvres uniques qui tirent leur source du quotidien de l'artiste. Tout ce qui se passe dans mon entourage m'inspire. Quand je suis inspirée, le travail va un peu vite. Tandis que quand je ne suis pas inspirée, ça prend beaucoup de temps. Et même avec tout ça, là, mon travail prend beaucoup de temps parce que je fais du pointillisme. Donc, je dessine avec des petits points. Donc, ça prend beaucoup de temps. Je fais du tissage, du collage aussi. Aujourd'hui, Habibatou Yaye Keita, invitant les femmes artistes à la persévérance, travaille avec de grandes figures de la peinture malienne et fait déjà parler d'elle à l'international en dépit de son jeune âge. Au Mali, je collabore avec des artistes. Monsieur Amagoro m'a beaucoup aidé. Il avait un projet avec une dame au Burkina Faso du nom de Awayamiyogo. Le projet, c'était les pinceaux de l'intégration, les artistes maliens et les artistes burkinabés. Donc 3 artistes du Mali et 3 artistes du Burkina. Après, j'ai fait le Ilipo aussi au Burkina Faso. Ça, c'est la rencontre internationale des arts de Ouagadougou. J'ai été à Dakar aussi pour la Biennale de Dakar. J'ai exposé là-bas. Après, j'ai exposé en Côte d'Ivoire aussi pour le FARA, Festival des Arts de la rue d'Ansundé. J'ai exposé en Hollande aussi, dans le cadre d'un projet de Luz et de Rosalie, Let's Talk About Art. On a fait 1 an sur ce projet. Très bien, je pense qu'on a envie de vous applaudir. Bravo, en tout cas, très joli parcours, comme vous avez pu le voir, mesdames et messieurs. La personne que nous recevons aujourd'hui pour parler de l'art au féminin a un parcours tout à fait remarquable.
Habiba Yaye, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on pourrait rajouter. On a envie d'en savoir un peu plus et nous allons avoir l'occasion d'en discuter. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé ce déclic? C'est vrai que vous avez expliqué dans le reportage que vous avez été conseillé d'abandonner vos études en médecine pour vous consacrer à la toile, mais j'ai juste envie de dire que on a l'impression que vous êtes en train de continuer à faire un travail assez chirurgical, j'ai envie de dire, parce qu'avec les aiguilles, avec les pointillés, la précision est assez importante. Comment ça s'est passé? Est-ce que ce n'est pas... vous n'avez pas gardé une certaine frustration que l'on ressent dans votre travail quand vous décidez de travailler par pointillé comme ça, ce qui est très très difficile. Ça fait beaucoup de questions en une, hein. Ouais. Mais expliquez-nous comment ça s'est passé, le fait de quitter, de décider d'abandonner vos idées de médecine pour vous consacrer à la peinture. Ouais. Merci pour la question. Je dirais que, comme je l'ai dit au début, l'art est inné chez moi. Depuis toute petite, je dessinais à côté du papa. Quand il m'a dit de laisser les études en médecine pour les arts plastiques, j'ai pas voulu refuser parce que j'aimais beaucoup les arts aussi. Très bien. Donc j'ai dit, si lui, il me conseille de faire les arts plastiques, pourquoi pas? Donc j'ai accepté de faire le concours. Après le concours, j'ai été retenue au conservatoire. C'était une sorte de libération ou bien il n'y a pas eu une frustration à un moment donné ou vraiment ça a été ouf? Parce que tout le monde sait que les études de médecine, c'est pas très facile. Ouais, c'est pas très facile, mais je me voyais étant médecin aussi. D'accord. Mais j'avoue qu'il n'y a pas eu de frustration. Il n'y a pas eu de frustration. Mais en tout cas, très bien. Pour notre plus grand bonheur, c'est vrai qu'on a besoin de médecins, mais on a surtout besoin d'artistes. Donc, très cher ami, Diarra, donc, quelle est votre réaction par rapport à ce que vous venez de voir? Je vous ai vu tout à l'heure pendant le passage de portrait assez enthousiaste et admiratif. Ou c'est juste parce que c'est une sortante du conservatoire? Non, bon, en réalité, je vois que elle, son parcours, c'est vraiment comme beaucoup d'autres artistes. Hein. Elle est le contraire à beaucoup de cas. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui demandent à ce que les enfants laissent les arts au profit des travaux d'autres types de métiers. Exactement, c'est vrai. Mais elle, il y a les parents qui l'ont demandé à ce qu'elle laisse ce métier de médecin pour venir dans les arts. C'est ce qui m'a beaucoup touché. Effectivement. C'est touchant parce que elle-même, elle se voyait déjà médecin. Et on sait que dans ces pays, en réalité, en termes de revenus, comment est-ce que les médecins sont rémunérés par rapport aux artistes. Et même le regard de la société. Voilà. On préfère dire oui, ma fille est médecin plutôt que dire que oui, ma fille est peintre. Hein, peintre ou artiste. Et peint les maisons? Non, voilà. Les artistes peintres. Donc ça m'a beaucoup touché et vraiment félicitations à elle. Courage à d'autres parents aussi, vraiment. Parce que l'art, c'est vraiment, ça fait partie des piliers de développement d'un pays. Exactement. Voilà. Et surtout un pays comme le nôtre, parce que s'il y a un domaine sur lequel le monde entier nous reconnaît, eh bien c'est le monde de la culture et donc nous ne pouvons qu'encourager les artistes et les femmes artistes. Une question, comme c'est le thème de cette émission, ensuite on vous demandera votre avis, Monsieur Diarra. Habibatou Yaye Keita, dites-nous, comment est-ce que vous vous sentez en tant qu'artiste femme dans le milieu de l'art contemporain? Bon, je me sens bien dedans parce que je me dis que les arts plastiques, ce n'est pas pour les hommes seulement. Si les hommes peuvent faire ce travail, pourquoi pas les femmes aussi? Donc, c'est pourquoi même j'ai décidé de faire des œuvres et d'exposer. Donc, je me sens très bien dedans. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui vous ont inspiré au moment où vous aviez que des références masculines? Bon, je dirais que Frida Kahlo, elle m'a inspiré dans ce domaine-là. Très bien, très bien. Monsieur Diarra, vous avez choisi d'évoluer dans un secteur, on va dire novateur, particulier et très osé, j'ai même envie de dire, parce que déjà évoluer dans le monde de l'audiovisuel au Mali, c'est compliqué. Et décider d'aller dans la branche de la création de contenu de jeux vidéo,
Je pense que c'est un véritable pari, mais pari qui est en train d'être gagné puisque vous avez été lauréat, il est important de le rappeler, de Corée Fab Lab, justement dans la conception d'un jeu vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, en réalité, le programme Corée Fab Lab est un des programmes de la Fondation Festival sur le Niger. C'est un programme d'incubation où, en général, chaque année, il lançait le programme. Et maintenant, quand le programme Corée Qualité, quand le programme est lancé, on prenait des gens, de jeunes jusqu'à 6 généralement, et on les accompagnait. Donc c'est à travers ça, il y avait près d'une quarantaine de candidats à se présenter au projet, et à travers notre projet de jeu vidéo, la structure, à travers ma personne aussi, a été sélectionnée dans ces programmes. Et d'ailleurs aujourd'hui, Dieu merci aussi, je fais partie des personnes qui sélectionnent aussi d'autres jeunes dans les mêmes dans les cadres du même programme Corée et Fab Lab. Donc maintenant, parlons de ce concept-là. Pourquoi est-ce que, après avoir fait des clips vidéo, des courts-métrages, des séries, des publicités, on se retrouve à concevoir, à se lancer dans ce pari de concevoir un jeu vidéo, en se basant aussi, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, basé sur notre culture, puisque on parle des chasseurs de Nondonso. Expliquez-nous. Ok, donc pour la première question, je pense que le jeu vidéo, par la simple explication, est vraiment un mélange d'art et aussi de l'informatique. Parce qu'il y a tout un programme de dessin, de modélisation de personnages et tout. Et après, il y a une programmation informatique. Il y a une création aussi. Il faut qu'il y ait une histoire autour de... Bien sûr. Donc, voilà. Donc moi, avant d'aller au conservatoire, j'avais fait une formation en informatique de gestion. Et donc, j'ai ce niche d'informaticien en moi. Et après, le conservatoire aussi, avec tout ce qui est audiovisuel et tout. Et ceci nous a amené à créer un festival de jeux vidéo qui aujourd'hui est à sa 4e édition en 2018, depuis 2018, où on a fait représenter le Mali un peu partout. Donc c'est les festivals là aussi, quand on a organisé le festival depuis la 2e édition, on a commencé à avoir des partenariats, des gens qui sont un peu dans la production, dans la création et aussi d'autres domaines. Donc c'est là où on s'est dit, bon, en tant que jeune du Mali, en tant que jeune d'un pays qui est actuellement en crise, pourquoi ne pas s'inspirer ou pourquoi ne pas vraiment créer quelque chose qui va faire en sorte que la culture malienne sera regardée d'une autre manière. Parce que quand on parle de la culture des Donso, les gens pensent que les Donso en réalité sont là pour juste tuer des animaux ou juste chercher à avoir de la chair, pour se nourrir et tout ce qui va avec. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui est derrière. Quand tu regardes l'Afrique de l'Ouest, sinon, quand tu regardes ces quelques pays, le Mali, la capitale de Bamako a été d'abord découverte par un chasseur. Et beaucoup d'autres villages de ces différents pays aussi. Donc, si tu regardes les premiers habitants de ces localités, c'était les Donso. Les Donso et les chasseurs qui font office de protecteurs aussi. De protecteurs. Donc, en réalité, quand il y a eu cette crise au Mali, où malheureusement, il n'y avait presque pas de militaires dans certaines zones, c'est ces Donso-là qui ont pris leurs armes, qui ont joué vraiment le rôle de ces militaires. Et encore, dans le jeu vidéo, on est en train de démontrer encore quelque chose qui est encore plus important. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans les médias et tout ce qui va avec? La récupération des objets d'art, des objets volés, des objets muséals volés depuis le moment de la colonisation jusqu'à nos jours. Et dans le jeu vidéo, on est en train de montrer un village qui est attaqué par des terroristes. Et c'est les Donso là qui vont vraiment, un jeune Donso qui va aller à la récupération de ces objets muséals perdus et à travers là maintenant va faire découvrir nos cultures, nos traditions et beaucoup d'autres choses. Donc c'est toute une aventure. C'est toute une aventure en fait, dans le jeu. La question s'articule, c'est très édifiant ce que nous venons d'entendre. Je vais vous faire réagir là-dessus. Mais est-ce que dans cette création, quelle place est-ce que vous avez donnée aux femmes, puisque c'est notre thème, que ce soit dans le jeu et même dans la conception du jeu? Donc je veux parler de votre équipe, avec laquelle vous travaillez. Oui, déjà, même dans l'histoire du jeu, je pense que l'histoire se focalise beaucoup plus sur l'enlèvement de la sœur du protagoniste, au fait. Très bien. Donc déjà, la femme a un grand rôle dans les films parce que le jeune, il va à la quête
non seulement des autres villageois, mais c'est sa sœur qui reste la seule survivante des gens qui ont été enlevés. Donc la femme est mise en avant là-bas parce que c'est l'objectif principal de la quête du protagoniste. Et en plus de cela, j'ai dit qu'il y a des dames, il y a beaucoup de dames dans le programme, parce que qui parle de... je vais dire, il y a des dames, designers, dans l'équipe de la conception. De la conception, de production il y a à peu près, dans l'équipe de production générale, parce qu'il y a deux équipes. Il y a une équipe nationale et il y a une équipe à l'international. Très bien. En fait, dans l'équipe à l'international, il y a à peu près 6 à 7 dames là-bas. Mais dans l'équipe nationale, il y a 3 dames qui sont dans l'équipe. Et ces dames, elles s'occupent de quoi? Il y en a qui sont designers, elles sont scénaristes ou elles sont programmeurs? Il y a designer, il y a scénariste, il y a aussi programmeur. En 3. Ah, c'est les 3. Celle qui fait la programmation, elle est même de Women Tech du Mali. Elle est là-bas. Il y a une du conservatoire qui est dans l'équipe design et il y a une autre qui travaille dans un autre truc. Très bien. Voilà. Mais, merci. Quelle est votre réaction, Habiba, quand vous entendez jeux vidéo, femmes, chasseurs? Est-ce que ce sont des choses, des thématiques qui vous intéressent dans votre création de tous les jours? Bon, je ne connais pas beaucoup sur ça, jeux vidéo. Mais quand je l'ai entendu parler, c'est une très bonne chose. Hein. Et avec sa collaboration avec les femmes aussi. Ça, c'est très bien. Oui, et les chasseurs, l'univers des chasseurs, est-ce que c'est des choses qui vous parlent quand vous créez ou... Parce que j'ai vu que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autoportraits et de la vie de tous les jours. Bon, je pense que être vivant à Bamako, c'est très difficile de croiser des chasseurs. Mais est-ce que c'est un univers qui vous touche dans votre création ou dans votre imaginaire comme ça? Bon, je ne dirais pas. Pas vraiment. C'est un peu trop viril tout ça. Parce que quand on voit vos créations, c'est solaire, c'est lumineux, c'est gai. On voit des filles qui sautent à la corde. On voit une fille très moderne avec des cheveux en couleur. Donc franchement, il y a de la joie il y a de la joie, il y a de la gaieté dans votre travail. Avant de revenir sur notre thématique, on va se concentrer un peu sur votre travail. Pourquoi avoir choisi de travailler de cette manière-là et de faire ressortir ce que nous voyons qui est assez lumineux, assez solaire, mais quand on y voit, on se rapproche de plus près, on voit que le travail est vraiment méticuleux. Le fait de travailler par pointillés, le fait d'utiliser des aiguilles et de mettre de la texture comme ça. Pourquoi ce choix précisément? D'abord, j'ai commencé par les coiffures. À mes débuts, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je ne savais pas si j'allais faire la sculpture ou la peinture. Donc, j'ai commencé avec la peinture. Bon, c'était de... Bon, je ne faisais pas de figurative au fait. Donc, c'est un collègue, Ibrahim Kébé, c'est lui qui m'a dit, comme tu sais déjà coiffer, pourquoi tu ne montes pas les tresses, surtout les tresses africaines? J'ai dit oui, ça c'est une idée. C'est comme ça que ça a commencé? Oui, c'est comme ça que ça a commencé. Puisque les coiffures traditionnelles aussi ont tendance à disparaître sous le fait du modernisme. Donc j'ai dit, j'ai jugé nécessaire de m'intéresser à cet aspect pour valoriser nos coiffures traditionnelles. Très bien. Et mais en ce qui concerne les pointillés, là, ça n'explique pas tout. Hein? je suis désolé d'insister parce que quand on regarde, même on a vu lors du reportage que c'est point par point. Oui, c'est voilà. point par point. Mais pourquoi ce choix de point par point? Parce que nous savons qu'il y en a qui utilisent le pinceau, qui font des traits plus ou moins abstraits, plus ou moins droites. Mais j'ai vu que vous étiez dans le pointillé. Pourquoi cette précision? Où tout vient, tout prend son départ au niveau du tissage ou de la coiffure, ou toute la base vient de la coiffure? Bon, la coiffure, après, au conservatoire, comme on étudie l'histoire de l'art aussi, c'est dans l'histoire de l'art que j'ai vu ces différentes sortes de peintures, le pointillisme et autres là. Donc j'ai dit, le pointillisme, ça m'inspire beaucoup. Donc je vais travailler sur le pointillisme aussi. Donc c'est venu comme ça. J'ai commencé avec le pointillisme. Très bien. Quel regard portez-vous sur le travail sur le plan, on va dire, artistique, j'ai envie de dire, au-delà de l'histoire, parce que tout à l'heure, vous avez réagi sur la manière dont les parents ont accompagné, orienté les études de Mme Keita. Et maintenant, comment est-ce que vous voyez, quel regard portez-vous sur ces œuvres? Déjà, quand j'ai regardé toujours l'œuvre aussi, vous venez d'en parler,
quand je regardais l'œuvre, à première vue d'eux, je pensais que même les tresses étaient la peinture. Ouais. la peinture. Non. Quand j'ai vu l'aiguille avec le fil et qu'elle était en train de travailler, j'ai dit, ah, elle a apporté quelque chose d'elle-même au fait. Parce que c'est très important de faire son propre chemin quand on est surtout dans la création. Parce que je pense que c'est ces petits points-là qui fera d'elle sa grande différence avec les autres. Très bien. Donc, elle a pu montrer qu'elle a un savoir-faire et qu'elle peut l'exploiter, pas comme les autres en réalité. Ouais, un peu. Donc, en voyant les œuvres déjà, je pense que les œuvres sont faites vraiment pour que ça puisse toucher. Et déjà, en voyant ces œuvres, les quelques œuvres que j'ai vues ici, déjà, j'ai ressenti quelque chose et c'est le plus important. Il faut qu'elle continue comme ça à transmettre des émotions, voilà. Ce type d'émotions, tout ça, et aller dans un registre qui lui appartient, on a envie de dire. Bien sûr. En tout cas, c'est fort agréable à regarder, on ne cessera jamais de le dire. Maintenant, pour revenir un peu en votre position en tant qu'artiste féminin, vous dites que vous vous sentez bien en tant que femme. Est-ce que vous avez l'habitude de rencontrer des pères, des gens de votre génération qui sont un peu moins âgés, qui viennent dans ce milieu-là? Est-ce que vous pensez que c'est un endroit qui est favorable pour les femmes? Oui, je dirais que c'est favorable pour les femmes parce que je ne suis pas la seule femme artiste. J'ai mes aînés aussi, comme Madame Ibrahim Maïga et Massira Touré. Quand j'étais au conservatoire, et elle... Toutes sortant du conservatoire, oui, que l'on salue au passage. Conservatoire. Quand je partais à leurs expos, je me disais, un jour aussi, moi aussi, je vais exposer comme elle. Donc, j'ai voulu faire ce combat. D'accord. Mais il n'y a pas de défi, il n'y a pas des choses qui sont un peu plus difficiles pour les femmes que pour les hommes? Pour moi, je ne pense pas. Ah bon, hein? Oui. Elle est très positive. Ouais, je vois, Madame Keita. On mélange d'elle et son père. Ah, on oui. est là en même temps. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Madame Keita. On voit quand même beaucoup d'optimisme, d'engagement et c'est aussi intéressant parce qu'il n'est pas dit qu'on doit forcément pointer du doigt tout ce qu'il y a comme problème. À partir du moment où on décide d'embrasser un métier, qui de plus est un métier des arts, si on s'y plaît, c'est encore mieux. Nous allons marquer une petite pause et nous reviendrons après au cours de cette émission, troisième émission des Minutes Bag qui parle de l'art au féminin. Très heureux de vous retrouver et d'être avec nos deux invités, à savoir Madame Habiba Yaye Keita, artiste peintre, sortante du conservatoire, et Monsieur Mamadou Lamine Diarra, qui est en train de réaliser un jeu vidéo avec, pour socle, notre culture, les chasseurs et la quête de nos objets perdus, on a envie de dire. En tout cas, très heureux d'être avec vous. Le thème aujourd'hui, mesdames et messieurs, on vous l'a dit au début de cette émission, c'est l'art au féminin. Donc à cet effet, nous allons nous tourner vers la seule dame que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, n'est-ce pas mon cher? Ouais. Nous allons lui demander comment est-ce que vous définissez votre art? Est-ce que c'est un art est-ce qu'il y a un qualificatif que vous avez, vous voulez qui accompagne vos œuvres en général, ou une de vos œuvres en particulier? J'ai pas bien compris. La question, je vais la reprendre. Ce que je veux dire, comment est-ce que vous définissez votre art? Est-ce que c'est on va dire que c'est votre vie que vous nous montrez, ou bien vous avez quelque chose au fond de vous que vous avez envie de montrer? Comment est-ce que vous définissez les tableaux que vous faites? C'est la vie de tous les jours, c'est votre vie, c'est votre ressenti, c'est la vie des jeunes de Bamako, c'est la vie des jeunes du monde. Comment est-ce que vous voulez, quel regard voulez-vous qu'on porte sur les œuvres que vous faites? C'est la vie de tous les jours, je peux dire. Parce qu'après les coiffures traditionnelles, j'ai commencé à travailler sur le vitiligo, qui est une dépigmentation involontaire. Ça se caractérise par l'apparition des taches blanches sur la peau. Donc, je travaille actuellement sur ce thème-là. Donc, ça, c'est un thème mondial aussi. Ce n'est pas sur le Mali seulement, c'est
c'est mondial. Général. On peut même dire qu'il y a une grande mannequin qui est atteinte de cette maladie, mais qui a permis même de vulgariser. Et d'une des plus grandes icônes de la musique du monde, Michael Jackson, qui était victime de cette maladie-là, effectivement, qui avait été caché au début, mais finalement qui a été révélé. Mais pourquoi aller vers ce type de thématique? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui avait cette maladie ou c'est quelque chose qui vous a touché comme ça? Depuis toute petite, je voyais des personnes qui étaient atteintes de cette maladie. Dans mon quartier, je voyais une vieille dame, elle avait cette maladie-là. Quand je la voyais, j'avais peur parce que je ne connaissais pas ce que c'est au fait. Donc c'est là que j'ai connu la maladie. Et avec le mannequin, Ami Diena, qui a su montrer, qui montre cette maladie et pour décomplexer ses peurs. Donc pour sensibiliser les personnes qui sont victimes de cette maladie, c'est pourquoi je travaille sur le thème. Très bien, très bien. Monsieur Diarra, Madame Keita a décidé de toucher un peu à des maladies, des choses comme ça. Est-ce que ce sont des thématiques qui vous touchent plus ou moins? Oui, mais bien sûr. Déjà, l'art même, comme je l'ai dit, hein, le rôle de l'art, c'est vraiment que ça puisse toucher. Et si elle décide d'informer et en même temps que ça touche, moi je pense que ça a déjà tout son effet. Et la sensibilisation, moi je pense que c'est... Ça passe plus avec l'art. Ça passe plus avec l'art. On touche plus les gens avec la culture. Déjà, on a parlé de Michael Jackson, on vient de parler de l'autre mannequin et peut-être d'autres personnes. Mais il se pourrait qu'il y a peut-être une personne qui est dans la rue, qui se cache avec et tout. Mais déjà, si la personne voit que d'autres personnes font, je dirais même pas la promotion, mais communiquent sur la chose que ce n'est pas un méfait, mais que c'est juste une maladie, je pense que ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Donc, moi, je pense que c'est une forme d'aide aux personnes qui sont vraiment dans ces problèmes. Ça peut les aider à surmonter des épreuves qui... Par exemple, aujourd'hui, quand on voit Salif Keita qui fait aujourd'hui vraiment la promotion de tout ce qui est l'albinisme et tout ce qui va avec, déjà ça réconforte beaucoup de personnes. Exactement. Si et les albinos ne se cachent plus. Voilà, ils se cachent et de plus en plus de gens savent que ce n'est pas des personnes qui sont là parce que pour des raisons de malédiction et qu'il ne faut pas... J'ai même pas envie d'en parler, de se servir de ces gens pour des crimes rituels ou sataniques ou que sais-je. Donc vraiment, est-ce que c'est, là je vous demande à tous les deux, vous pourrez me répondre, cette sensibilité-là au niveau de l'art, est-ce que c'est féminin? Est-ce que c'est propre aux femmes ou c'est vraiment quelque chose qui est propre à la culture en général? Quelle est votre approche là-dessus? Ok. Bon. Déjà, je pense que c'est pas que... C'est général au fait. C'est pas que femme ou homme, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, un homme de culture, c'est comme un politicien, il faut le dire. Parce que ils vont être contents, nos amis politiciens. Non, mais bon, parce qu'il faut savoir que la politique, c'est vraiment celui qui s'occupe de la gestion de la cité. Ouais, en ces termes-là, ok, voilà. très bien. Donc, pas en réalité, voilà, pas de manière péjorative. Donc, l'artiste fait sa politique de manière à ce que elle puisse réellement, sinon, il puisse réellement contribuer à quelque chose. Donc, en ce sens, je pense que faire des sensibilisations aussi chez l'artiste, c'est l'artiste qui peut toucher tous les thèmes du monde. En fait. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de tabou chez l'artiste. Tout dépend de sa manière de s'approcher. De traiter le thème et puis de s'approcher du sujet et tout. Très bien. Je pense que c'est général au fait. Donc, est-ce qu'on est, en tant que femme, artiste, il y a des causes qui vous touchent plus que d'autres? Est-ce qu'on est plus sensible quand on est femme, artiste, par rapport à certains thèmes ou d'autres? Bon, moi, je ne me vois pas dans ce sens-là. C'est dire que tu es femme, il y a tout. Moi, je me vois comme un artiste. Un artiste. Oui. Et voilà, et tous les thèmes sont abordables. Peut-être la manière, la sensibilité
Voilà, mais si j'entends bien Abibatou Yaye Keita, c'est qu'elle a déjà effacé les barrières. C'est tout à son honneur et c'est vers ce type de monde que nous sommes en train d'aller, même si nous restons chacun riche et différent dans notre diversité. En tout cas, c'est tout à votre honneur. Et vous avez parlé de cette thématique. Est-ce qu'il y a d'autres... C'est quoi les prochaines thématiques? Est-ce qu'il y a d'autres univers déjà où vous commencez à vous projeter? Pour le moment. J'avais commencé avec un thème, c'était un projet que j'ai commencé, c'est sur un sujet tabou, sur la nudité au fait. La nudité? Oui. Ah très bien, c'est tabou ça la nudité maintenant? Nous, génération TikTok, Instagram et tout. Bon, il y a des personnes qui pensent que c'est un sujet tabou. Ah d'accord. Oui. Ah, je suis assez curieux, je pense. Essayons de creuser un peu. Quel est votre regard sur la nudité? Est-ce que c'est quelque chose qui doit répugner, quelque chose que l'on doit cacher, plus ou moins montrer ou pas assez montrer? Quel regard est-ce que l'artiste Abiba Yaye Keita pose dessus? Bon, moi, je ne vois pas que ça soit un sujet tabou. On peut en parler? Oui. On peut le traiter? Oui, on peut le traiter. Très bien. Parce que même à l'école, avant, quand tu es dessinateur, tu dois tout dessiner. On dessine des modèles. On peut à l'école, on nous faisait dessiner des personnes nues, au fait. Donc, je dirais que ce n'est pas tabou. C'est pas tabou puis, pour un artiste. Oui, mais comment est-ce que un artiste traite le sujet de la nudité dans son œuvre? Est-ce que dans vos productions, et ça vous est arrivé, même si on ne parle pas du jeu vidéo sur lequel vous avez travaillé, au cours de votre parcours dans la production audiovisuelle, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un sujet que vous avez eu à traiter? Oui, je peux dire qu'on a traité dans un film. C'était même pas un court-métrage. C'est un film à laquelle je participais. On a traité le sujet et c'est pas un sujet tabou pour moi personnellement. Aussi. Hein. Parce que je pense que l'artiste traite son sujet pour régler quelque chose. En réalité. C'est pas pour faire l'apologie d'une chose. Il y a des artistes qui peuvent se diriger vers ça. Mais je pense que nous, artistes qui sommes généralement de notre génération, on le fait très généralement pour traiter quelque chose. Poser son regard. Poser un regard, maintenant, poser son regard. Et maintenant, quitte aux gens de voir, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Parce qu'il est difficile pour nous aujourd'hui, pour un professionnel, un artiste professionnel, vraiment de faire quelque chose pour s'aimer de la haine ou de s'aimer du zizanie. Exactement. La zizanie, donc en gros, je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou. Comme je l'ai dit, pour nous artistes, actuellement, il n'y a pas de sujet tabou. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Non, c'est bon. C'est parfait, vous êtes pour partager. Oui. Mais comme c'est un sujet que vous avez décidé de traiter, comment est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que vous avez envie de décomplexer les gens par rapport à la nudité ou d'alerter les gens par rapport à cette nudité que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui peuvent être choquantes et au niveau de la télé aussi? Parce que si nous pouvons juste ouvrir une parenthèse, puisqu'on est dans le monde de l'audiovisuel et même d'expression artistique, il devient de plus en plus difficile de regarder certains clips vidéo aujourd'hui parce que dans certains genres, beaucoup de genres, la promotion de la femme, de l'homme, du tout correct, tout nickel est en train d'envahir les réseaux sociaux et même les clips vidéo. Quelle est votre approche et quel est votre regard par rapport à cela? Bon, j'ai accepté de travailler sur ce sujet pour décomplexer les personnes. Sur ça, oui. Décomplexer les personnes sur ça, c'est-à-dire que parce qu'on parle de beauté et de normes aussi. Est-ce que c'est les mêmes, c'est pour aller dans un registre de faire la promotion des normes, on va dire les plus connus ou acceptés, c'est-à-dire ventre plat, pectoraux ou forme généreuse ou voilà, parce que les normes changent d'une région à une autre. Comment est-ce que c'est pour prendre tout ça dans sa globalité ou bien il y a une forme de beauté ou
de normes dans lesquelles vous voulez aller directement? C'est pour montrer aux personnes qui croient que c'est un sujet tabou, que ça ne l'est pas. Parce qu'on est venu nu, on va retourner nu aussi. Donc parler sur ce sujet n'est pas un sujet tabou. Très bien. Donc, en parler, mais concevoir sur ce sujet est encore plus difficile. En tout cas, nous serions très heureux de voir comment est-ce que cela va se passer. On a des dates déjà? Non, ben, je dois exposer les 16. Ça c'est pas sur la Niger, c'est sur les vitiligo. D'accord. Oui, et ensuite, mon on va expo parler... solo, c'est le 16 au 30 avril. 16 au 30 avril. 16 mai au 30 avril. Très bien, on va avoir l'occasion. 16 mars plutôt, mars. 16 mars au 30 avril, oui. Nous allons avoir l'occasion d'aller y faire un tour si tout va bien. Maintenant, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Quel regard vous portez sur ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette manière d'imposer des normes aux gens et quitte à complexer même certaines personnes qui ne rentrent pas dans ces registres-là, comme on a parlé de ventre plat, de poitrine, de forme très bien, etc., de ne pas forcément avoir le teint qu'il faut, ce qui amène certains à se dépigmenter, etc., ou de ne pas être skinny ou apouchou, pour reprendre les termes qui sont les plus populaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Quel regard est-ce que vous portez sur tout ça et l'impact dans votre travail de tous les jours? Ok, déjà en essayant de parler du cas généralement, je vois que les réseaux sociaux ont eu un impact positif que négatif, mais ça dépend de l'utilisation de tout un chacun que les gens ils en font. Tel que de ce dont ils veulent faire, au fait de ce qui les regarde. Parce qu'il faut que tu saches qu'après tout, tu es non seulement jeune, tu as une culture à défendre, tu viens d'une tradition, et il y a la religion aussi qui a son impact, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses dont culturellement ni traditionnellement, ce n'est pas des choses qui sont en réalité problématiques, mais la religion pose des barrières et des limites. Et des limites au fait. Parce que là, il faut savoir que quand tu es dans un pays laïque aussi, toi, ta religion, c'est la religion musulmane ou même la religion chrétienne. Peut-être la religion musulmane t'interdit quelque chose. Et si la loi ne l'interdit pas, toi, en tant que chrétien, tu peux le faire sans problème. Moi, je pense qu'en ce moment, il y a ce problème de compréhension entre la culture et la religion qui est aussi le point de blocage dans beaucoup de choses aujourd'hui. Mis à part ça aussi, il faut que, en tant que jeune, j'ai évolué dans le domaine du hip-hop, et comme le dit, il y a beaucoup de jeunes rappeurs aujourd'hui qui pensent que le rap ce n'est que sexe, drogue et alcool. Donc ça, peut-être aux États-Unis on peut dire oui, en France peut-être oui, mais chez nous ça n'est autre. Chez nous ça n'est autre au fait. Donc on si je comprends bien, vous orientez plus, vous souhaitez ou vous préconisez on va dire des barrières et des limites dans ce que nous faisons, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les productions que nous faisons, que ce soit au niveau de la peinture, ou, voilà, si je comprends bien. Bon, je ne dirais même pas que je préconise des barrières en réalité, c'est tout à fait le contraire au fait. Ah, il faut plutôt se libérer de tout ça. Il faut se libérer de tout ça, mais il faut savoir en réalité quoi faire avec. Parce qu'un artiste peut faire son œuvre. C'est l'intention qui est à la base. C'est l'intention qui est derrière de la création. Oui, un peu. Maintenant, le mouvement hip-hop et tout ce qui va avec, parce que aussi il faut savoir réellement pourquoi je fais telle chose. Je le fais, est-ce que ça va aider d'autres à évoluer? Exactement. Parce qu'il faut savoir que même montrer, je l'ai dit, même montrer une personne nue, ça peut aider beaucoup d'autres à se décomplexer, parce qu'il y a aussi, même les parents n'arrivent même pas aujourd'hui à communiquer avec les enfants de la jeune maman, la maman n'arrive même plus à communiquer avec sa fille, le père n'arrive même pas à communiquer avec son fils. Et l'enfant a peur aussi de demander. Et l'enfant a peur de demander. Tu verras qu'il y a des enfants qui sont malades, ils ont des problèmes, mais en réalité, ils n'arrivent pas. C'est un vrai tabou. Et réellement, aujourd'hui, je pense que les artistes ont un grand rôle à jouer vraiment pour casser tout ça. Exactement. Donc, c'est pour ça que je défends vraiment que
Il faut qu'on passe au-delà de ces barrières. De ces barrières, mais aussi pour ceux qui utilisent, qui sachent réellement, ils l'utilisent pourquoi et pour quelles raisons. C'est très important en réalité. On en revient à l'intention dès le départ. Voilà. Et donc, ce qui nous permet de revenir sur ce qui a été dit par Habiba Keïta, c'est-à-dire lever le tabou. Et on a aussi entendu qu'il y a une exposition qui va se passer du 17 mars au... Non, c'est du 16 mars. Du 16 mars au 30 avril. Voilà, très bien. Donc, ce qui nous permet, nous, avec vous, chers téléspectateurs, de parler de l'agenda culturel d'ici et d'ailleurs. Vous suivez ça, on revient juste après dans le 3e numéro des Minutes Bag, l'art au féminin. Bienvenue dans l'agenda des Minutes Bag. Sur le plan national, depuis le 7 mars 2023, la galerie Médina abrite une exposition dénommée Nyeleni qui représente 6 regards photographiques féminins. L'exposition reste visible jusqu'au 7 avril 2023 à la galerie Médina. Djamako, une exposition de Massila Touré, est actuellement visible à l'Institut français de Bamako jusqu'au 30 avril 2023. Cette exposition rassemble de magnifiques tableaux qui rappellent l'essence de l'humanité, le vivre ensemble, la force de la communauté et le pouvoir du rassemblement. Sur le plan international, dernier virage de l'exposition de Michel Montesino, intitulée La Symphonie des Arts, qui est en cours depuis le 12 mars 2023 à la Galerie nationale d'art et prendra fin ce vendredi 24 mars. Le Festival international d'art de Lutkaro en Afrique du Sud, festival dédié à la culture africaine et l'artisanat sud-africain, se déroulera du 23 au 29 mars 2023 à Oudtshoorn. Au cœur de cet événement, vous aurez la danse, cabaret, théâtre, concerts en plein air, foire de rue, marché artisanal et découverte d'œuvres d'artistes plasticiens et sculpteurs. La 4e rencontre du printemps de la poésie de Marrakech a débuté le 19 mars et prendra fin le 24 mars 2023 au Maroc. De nombreuses activités culturelles et artistiques sont prévues, telles que des séances de lecture, des expositions et vernissages, des projections de films et animations pour tous les âges. Vous venez de suivre à l'instant les bonnes adresses et les bonnes dates pour tous ceux qui sont passionnés d'art contemporain. On est de retour dans ce 3e numéro des Minutes Bag, l'art au féminin, avec Habibatou Yaye Keïta et monsieur Mamadou Lamine Diarra. Nous sommes en train de prendre le dernier virage de cette émission. J'ai envie de vous demander... J'ai cru comprendre que justement, avec vous, Habiba Yaye Keïta, vous étiez la seule plasticienne au cours de vos études au conservatoire. Et parmi tous ces hommes, même si vous ne vous considérez pas en tant que femme, vous vous considérez en tant qu'artiste, il n'en demeure pas moins que vous étiez la seule femme. Qu'est-ce que vous pensez que l'on devrait faire pour ce qui est plus de femmes dans votre classe? Parce que ça aurait été bien quand même que vous soyez 3 ou 4 ou au même nombre que les hommes. N'est-ce pas? Oui, oui. Pour cela, il y a certaines femmes que c'est le conservatoire qui nous forme à devenir artistes. Parce que il y a des femmes qui veulent devenir artistes, veulent faire des créations, ils passent par le conservatoire. Et elles font le concours d'entrée au conservatoire. Quand elles n'ont pas eu le concours, elles laissent tomber, elles font autre chose. Je dirais que les femmes plasticiennes que je connais et que je connais sont toutes sortantes du conservatoire. Donc, celles qui voulaient devenir, elles ont laissé parce qu'elles n'ont pas eu le concours. Le concours. Oui. Ah, c'est parce qu'elles n'ont pas eu le concours. Oui, oui. Mais comment est-ce que toi tu as pu avoir, comment est-ce que vous avez pu avoir ce concours? Qu'est-ce que vous avez fait de plus selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour qu'il y ait plus de femmes? Il faut que le concours soit moins difficile ou plus adapté aux femmes? Bon, le concours n'est pas difficile. Je pense que c'est facile. Ah, okay. Le concours est facile, mais au conservatoire, on ne prend pas beaucoup de femmes. Parce que l'année où j'ai fait le concours, j'étais la seule. Bon, c'est juste après moi qu'ils ont pris 3 ou 2 femmes comme ça, après moi. Mais avant moi aussi, c'était une femme par classe. Donc, je crois que maintenant, ils prennent beaucoup de femmes.
Mais est-ce que c'est plus parce qu'elles n'ont pas réussi à passer le concours que parce que il n'y a pas de sélection d'hommes ou de femmes, ou c'est ce que vous pensez? Bon, c'est ce que je pense, parce que quand elles n'ont pas eu de concours, elles se découragent vite. Oui. Très bien. Monsieur Diarra, comment est-ce que l'on peut faire pour qu'il y ait un peu plus de femmes dans le monde de l'art, selon vous? Oui, bon, je pense déjà que quand on dit le monde de l'art, peut-être les arts plastiques, il n'y a pas assez de femmes, le multimédia, il n'y a pas assez de femmes. En musique aussi, on peut dire qu'il n'y a pas assez de femmes, mais il y a la danse, le théâtre, où il y a beaucoup de femmes en général. Beaucoup plus de femmes. Quand on regarde le conservatoire, elle a si bien dit, en danse, c'est pratiquement que des femmes. Ouais, un peu. Les hommes sont minoritaires. Les hommes sont minoritaires là-bas, et en théâtre aussi, très généralement, les hommes sont minoritaires. Maintenant, en art plastique, je pense que pour qu'il y ait beaucoup de femmes, il faut le dire, moi je pense que ça doit commencer bien avant le conservatoire. Il faut que déjà les parents depuis la maison sachent que tous ces arts-là, en fait, il ne s'agit même pas seulement des arts. Tous les domaines. Les formations techniques sont beaucoup plus rémunérées. Je dirais même pas rémunérées, sont beaucoup plus, en termes d'emploi, sont beaucoup plus accessibles que d'autres domaines. Oui, un peu. Parce que imagine, moi j'ai bien fait la FSEC, la faculté de gestion. J'ai aussi fait le conservatoire. Mais c'est bien avant de finir le conservatoire, déjà j'avais ma boîte. Bien avant de finir le conservatoire, quand j'ai été en stage, on m'a proposé déjà du boulot là-bas. Donc c'est pour dire quoi, les séries techniques en général sont plus pourvoyeurs d'emploi que les autres séries. De l'université, comme les autres formations ordinaires. Donc il faudrait orienter un peu plus les femmes, les jeunes filles dans ces filières en réalité. Exactement, comme l'ont fait les parents de Habiba. Donc ça c'est l'une des choses que l'on devrait faire au niveau de la famille. Les femmes ne sont pas encouragées, surtout. Les femmes ne sont pas encouragées. Oui, dans la famille, c'est un peu compliqué. Ça n'a pas été le cas chez moi, mais je sais qu'avec les autres femmes, elles ont beaucoup de problèmes, elles ont des difficultés dans ça. D'où l'importance de communiquer sur votre parcours et de vos sœurs dont vous avez parlé, qui sont issues du conservatoire et d'autres même d'ailleurs. Parce que nous avons beaucoup de jeunes femmes photographes aussi qui exposent, beaucoup de jeunes femmes qui sont dans la danse. Et donc c'est assez important de communiquer sur votre travail et pour donner envie aux parents de les accompagner et aux femmes aussi, aux filles, de prendre leur courage et de défendre leur volonté d'œuvrer dans ce sens-là. Donc ça, c'est au niveau personnel, au niveau de la famille. Mais à un niveau supérieur, est-ce que vous pensez qu'il y a ce qui est en train d'être fait? Est-ce que vous pensez qu'il y a une politique nationale où on encourage les femmes, où il y a d'autres, on pourrait en faire plus? Quel est votre regard là-dessus, à l'un et l'autre? Comme je l'ai dit, les femmes sont moins encouragées dans ce domaine-là. Ils doivent en faire plus. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, que les femmes soient plus soutenues. Plus soutenues, oui, je vais dire. Beaucoup plus de programmes de formation, beaucoup plus d'ateliers, beaucoup plus de, on va dire, d'expositions que pour les femmes. Donc ça, c'est des choses que l'on peut... Pas que pour les femmes, mais pour que les femmes intègrent dedans. Intègrent, en plus. Très bien. Monsieur Diarra? Ok. Déjà, moi, je pense que dans toute chose, comme on l'a dit, les artistes, les parents, les artistes ont leur rôle à jouer, mais aussi l'État. Parce qu'il faut savoir que la culture, la politique nationale de la culture, c'est l'État qui établit cette politique. L'État établit la politique avec les autres fédérations et maintenant les directions régionales de la culture et tout, et les autres fêtières aussi prennent cette politique et essayent vraiment de mettre cette politique en œuvre. Et de la politique de l'État, je pense qu'à un moment donné, ça a été parlé vraiment pour que la promotion des femmes dans le domaine de la culture et artistique. Mais je pense que l'État doit encore plus redynamiser ces secteurs. Je ne sais pas si, avec les biennales artistiques qui existaient depuis fort longtemps, on avait vu qu'il y avait la participation de plusieurs dames
de beaucoup de femmes, de beaucoup de jeunes filles, même des femmes mariées. Ouais, un peu. Et avec ces genres d'activités qui sont à l'échelle nationale ou des mêmes internationales, ça peut faire en sorte que d'autres jeunes filles auront le courage, auront vraiment la volonté d'y aller, parce qu'en ce moment, elles auront des références faciles. Exactement. Ouais, un peu. Moi, je pense qu'en ce moment, l'État vraiment doit revoir cette politique et faire en sorte que qu'il y ait des activités réellement culturelles, qu'on voit des femmes, beaucoup de femmes surtout, dans ces activités. Par exemple, si tout de suite, avec le ministère de la Culture ou avec d'autres ministères, et elle, son exposition qui s'est faite du 16 au 30, si l'État décide tout de suite d'envoyer la télé de son exposition, faire des trucs, essayer vraiment de faire des portraits sur elle et beaucoup d'autres choses, et beaucoup d'autres jeunes dames, X ou Y à la maison, la jeune fille, elle sera engagée peut-être à suivre. Et même les parents auront, voilà, un point de vue que l'art n'est pas ce que les gens discutent les gens disent dans la rue. Parce qu'en réalité, quand on dit artiste, très généralement, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les artistes, des connotations négatives. Mais si l'État s'y met, si l'État met vraiment des actions de communication, des actions de promotion en place, je pense que ça peut changer les mentalités. Et je pense que le Mali est au stade vraiment de changement des mentalités, non seulement de la jeunesse, mais de sa politique culturelle et aussi même de sa politique touristique. Parce que c'est très important en réalité. Il faudrait vraiment que l'État parvienne à changer beaucoup de choses en ces moments de transition. Très bien. Voilà. Ce que vous dites est d'autant plus vrai puisque le département de la culture au Mali est lié à l'industrie hôtelière et au tourisme. C'est très bien. L'émission est en train de toucher vers sa fin. Donc je vous remercie tous les deux pour ces débats assez enrichissants. Monsieur Diarra, merci d'être passé. Dernier mot, dernier message. En attendant de nous retrouver, bien sûr. Ah oui. En dernier mot, je dirais juste à la jeunesse malienne que le monde tend vers d'autres choses qui ne sont pas que les jeux vidéo, qui ne sont pas que l'art et la culture. Si on regarde aujourd'hui, la technologie est à un autre niveau. Le métaverse, par exemple. Tu es assis ici, tu peux te retrouver un peu partout dans le monde avec de la technologie. Et il est temps réellement aujourd'hui que la jeunesse malienne s'y mette. Parce que sinon après on va juste être des gens qui regardent. Donc pour ne pas être derrière l'écran, il faut vraiment qu'on soit des acteurs de ce qui se passe dans l'écran. Très bien. Voilà, donc j'invite réellement la jeunesse à aller vers la recherche technologique, à aller vers vraiment la recherche dans le domaine de la culture et à s'y mettre. Personne n'est né avec la connaissance, on apprend tous. Il faut qu'on aille vraiment vers cette recherche, vers cette connaissance. Merci beaucoup, M. Diarra, pour ce plaidoyer, comme je le disais tout à l'heure, donc qui nous permet de nous orienter vers l'innovation à travers les jeux vidéo comme vous le faites, mais tout en nous enracinant à notre background culturel qui est tout aussi riche, j'ai envie de dire. Nous allons nous tourner vers vous. Habiba Yaye Keita, quel est votre dernier mot? Bon, je dirais que le message que je lance aux femmes est elles doivent se battre. Elles ne doivent pas s'asseoir et dire qu'on est femme, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. On peut tout faire. Je remercie la TMA, je vous remercie et Bamako Art Gallery aussi de m'avoir invité sur ce plateau. Très bien. Le plaisir est pour nous. Ici, c'est chez vous. Vous venez quand vous voulez pour parler de votre travail. Et encore une fois, nous attendons avec impatience votre travail et votre regard sur la nudité parce que l'objectif étant de lever les tabous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ce 3e numéro des Minutes Bag, Art au féminin. Nous avions le plaisir de recevoir monsieur Mamadou Lamine Diarra, qui est un professionnel des multimédias et qui travaille actuellement sur un jeu vidéo. Qui met en valeur un peu notre background culturel. Et nous avons aussi l'immense plaisir de recevoir Madame Habiba Yaye Keita, qui travaille au niveau des arts plastiques, qui fait de la peinture, sortant tous les deux du conservatoire. En attendant de nous retrouver pour un autre numéro des Minutes Bag, nous vous invitons à rester sur les programmes de la TM1, la télé qui vous allume.